se retrouve à nouveau pour cette émission spéciale sur le Private Equity Exchange, cette 22e édition. Ce matin, nous continuons à recevoir sur le plateau on-site les dirigeants et les intervenants les plus inspirants. Là, on vient de terminer un panel, les success stories, qu'elles soient industrielles ou tech, leurs secrets, leurs recettes. Et j'ai à mes côtés 3 intervenants qui étaient à l'instant sur scène pour livrer leurs secrets. À ma droite, d'abord, Édouard Brondel. Bonjour Édouard. Bonjour. Tu es Deputy General Manager chez Aresia, donc une boîte sous LBO, accompagnée par HLD depuis un peu plus de 4 ans. Yes, absolument. Un équipementier aéronautique. Un équipementier aéronautique, boîte familiale, donc premier LBO, on est sur un vrai primaire. LBO primaire, d'une boîte familiale, l'entreprise RAFO, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 5 ans et maintenant 164 millions et l'année prochaine 200. Donc une croissance de malade mental dans un marché quelque peu chamboulé, l'aéronautique, suite au Covid. Marché chahuté, on a la cadence divisée par 2 pendant plusieurs mois avec le Covid. On a remonté pas mal la cadence. On n'est pas tout à fait au niveau de 2019, mais avec des perspectives incroyables de reprise, ce qu'on appelle dans notre jargon le re-ramp-up. Le re-ramp-up. Et on va y revenir dans un instant. Merci Édouard pour cette introduction. Laura Durepère, vous êtes associée au sein de Simon Kucher, vous êtes en pointe, vous leadez l'expertise du cabinet pour la France et le sud de l'Europe sur la partie PI. Merci d'être avec nous Laura. Merci Mathieu, bonjour. Vous intervenez à l'instant sur le panel Tech Success Stories. Donc on va voir avec vous comment se comporte le marché de la tech et si aujourd'hui il y a des best practices à appliquer pour tous les entrepreneurs qui nous regardent à succès évidemment. Patrick Gavotti, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes Managing Director et Head of Sustainability chez Apheon. Apheon, c'est un fonds qui existe depuis déjà une vingtaine d'années, qui s'est renommé cet été, vous l'appelez Ergon, c'est ça? Exactement, et on est un fonds qui fait de l'investissement majoritaire, tous secteurs confondus, partout en Europe. On a aujourd'hui 20 sociétés qu'on contrôle du coup, dans 6 pays, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne et France. Magnifique. Avant de rentrer dans notre sujet sur les success stories, pourquoi se renommer? Se renommer parce qu'on est né originellement dans le giron du groupe Bruxelles-Lambert, hein, mais on est indépendant depuis une dizaine d'années et on voulait marquer un peu plus le coup, marquer la différence en changeant de nom. D'accord. Et puis finalement, ça fait écho à Bruxelles-Lambert qui vient de se renommer Siena. Donc le remarketing, la communication est au cœur de votre stratégie et de celle de vos anciens amis. Il y a un parallélisme en tout cas. Il y a un parallélisme, mais évidemment, juste une question, vous êtes donc mid-market européen. Comment on arrive à se différencier aujourd'hui au milieu de toutes ces plateformes qui se consolident? On a plein de façons de se différencier. Nous, toute l'idée, c'est d'avoir des présences locales dans les pays où on est. Donc on est des petites équipes, on est entre 5 et 10 dans chacune des 6 géographies où on est présent. Et on cherche aussi à se différencier en allant peut-être plus que la moyenne sur des deals primaires. C'est jamais facile de les identifier et jamais facile ensuite de créer de la valeur, mais c'est ce qu'on essaie de faire de façon différente. Merci beaucoup Patrick. On suivra Apheon avec intérêt pour les prochaines aventures et les prochaines levées. On parle de LBO primaire, on parle de success stories. Tu viens d'en vivre un, vous en faites chez Apheon tous les jours, vous essayez d'en faire tous les jours dans vos process. La recette pour un bon deal, ça commence dès le début sur le primaire, au niveau industriel. Comment est-ce qu'on arrive à avoir les convictions nécessaires pour savoir qu'il faut y aller? À quel moment ça devient évident, telle aventure industrielle, j'ai envie d'y aller? Et finalement, plus largement, quels sont les takeaways, les tips que vous avez partagés avec le public aujourd'hui sur scène? Ce dont on a parlé pas mal ce matin sur l'industrie, c'est l'agilité. La capacité pour une boîte de la taille d'Aresia par exemple, 164 millions d'euros, d'être capable face à un choc, parce qu'on en a vécu entre le Covid, la pandémie, etc., et puis le shortage suite à la crise en Ukraine, l'agilité. Donc on en a pas mal parlé ce matin. Ça s'anticipe en réalité l'agilité. Être capable de se remettre en question, avoir des équipes formées, être capable aussi de changer le plan CAPEX quand il faut. Et donc ça veut dire une prise de décision rapide. Aujourd'hui, on voit que ceux qui performent le plus, ce n'est pas forcément les plus gros, c'est les plus agiles, c'est les plus rapides. Il faut être plus rapide que les autres. Un exemple peut-être sur l'agilité, une décision et une mise en place de quelque chose qui a été particulièrement rapide? Un plan CAPEX, nous, un nouvel instrument, un robot de soudure. On avait besoin de montrer et de se déployer dans le green. Et donc on a des soudures, si tu veux, pour faire les soudures du réservoir pendulaire largable qui consomment beaucoup de déchets. On a pris la décision en 6 mois, on a fait un peu du sur-mesure. C'était pas au plan CAPEX initial, et d'investir massivement. Et en plus, il y a pas mal d'aides en ce moment pour investir dans le green, donc c'est un bon investissement qu'on a fait rapidement pour se moderniser.
HLD, c'est un partenaire d'agilité. Les équipes de Cédric Château, tout HLD, vous ont apporté cette agilité. Vous l'aviez, ils vous ont aidé opérationnellement justement à traverser ces étapes. Ouais, HLD, c'est des entrepreneurs. Généralement, c'est pratiquement un family office, il ne faut pas dire ça, mais c'est vraiment une équipe d'entrepreneurs. Donc c'est des professionnels au service de famille. On a la chance d'avoir des personnes qui connaissent le secteur en face de nous. L'aéronautique, c'est pas si simple. Donc ils connaissent nos contraintes. Ils nous ont donné du temps. On a toujours ce débat avec l'actionnaire sur le timing. Il voudrait forcément que ça aille plus vite. Dans l'industrie, on ne peut pas déménager les machines, notamment dans l'aéronautique, on ne peut pas déménager les machines du jour au lendemain quand on fait des transferts industriels. Donc ils ont accepté de comprendre les contraintes, d'emmener les clients. C'est aussi un petit milieu. Je prends l'exemple des hausses de prix. On a dû passer des hausses de prix. Il y a eu beaucoup de débats à HLD sur comment on augmentait les prix, comment justifier auprès de nos clients les augmentations de prix, parce que c'est un petit milieu et on ne fait pas ça n'importe comment. Okay. Merci beaucoup. Je me retourne vers Laura et Patrick justement sur les takeaways, les tips et astuces ou les retours, les feedbacks d'expérience que vous avez donnés ce matin sur scène. Si vous deviez en retenir un chacun. Peut-être dans les tech success stories, ce dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est vraiment ce changement de paradigme. Historiquement, voilà, les fonds regardaient beaucoup la croissance des entreprises. Les founders cherchaient la croissance. Aujourd'hui, ils cherchent toujours de la croissance, mais une croissance profitable, une croissance durable. Donc c'est vraiment, voilà, il y a vraiment un changement de paradigme qui est assez clair et assez radical. Ensuite, les success stories, ça reste toujours des bonnes solutions, des réponses à des besoins complexes de nos clients. Mais surtout pour nous, Simon Kucher, ce qu'on travaille beaucoup dans les sociétés pour les emmener sur cette route du succès, c'est la capacité à créer des machines de guerre commerciales. À scaler rapidement tout en étant profitable. Et pour ça s'adosse chez nous à des offres claires, des offres structurées, autoporteuses, auto-segmentantes, pour que ce soit en fin de compte assez light du côté des équipes commerciales et pouvoir accélérer cette conversion, cet upsell, pour en fin de compte être profitable le plus rapidement possible. C'est très intéressant, ce changement de paradigme. Alors en effet, on salue la French Tech et toute la tech française et européenne. C'est vrai que il y a quand même un sujet d'ADN et de culture. Je veux dire, avec depuis 2017, 2015-2017, on a vu la BPI, la French Tech, toute cette énergie arriver tellement fort, avec énormément de communication autour du fundraising, autour de la rapidité, autour de la croissance, avec une vision très forecast. On sent, tant que j'ai 50 ou 70% de croissance, c'est pas grave de faire moins 20 tant que je suis au-dessus d'un ratio croissance et renta de plus de 30 ou 40%, enfin je ne sais plus quelle est la règle, tu dois la connaître mieux que moi. Et là aujourd'hui, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus tempéré, et en même temps, c'est vraiment pas ce à quoi on a été habitué. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour les leaders dans la tech? On va rentrer dans un truc, déjà on va espérer du 2 digits growth parce qu'on a tout coupé, parce que c'est pas facile de se financer. Ça change quand même complètement la culture tech. Clairement, ça la change. Après, je pense que c'est sain de se dire que ces sociétés doivent se rémunérer sur la valeur qu'ils délivrent. Il y a aussi l'inflation qui est arrivée. Jusqu'où on peut tendre l'élastique. Qu'est-ce que je peux extraire auprès de mes clients? C'est aussi une question saine, je pense, à se poser aujourd'hui. Correction bienvenue. Et qui permettra à la tech de poursuivre son développement à n'en point douter. Exactement. Vive la tech. Patrick, donc, de ton côté, sur les Key Success Factors que tu as pu observer dans le cadre de tes investissements, une vingtaine d'investissements en Europe, c'est ça? Oui, exactement. On a 20 investissements en Europe. Il y a un certain nombre de Key Success Factors qui est assez clé. Et pour moi, un deal, ça joue à toutes les phases de l'investment cycle. Ça joue à l'entrée, ça joue sur, bien sûr, ce qu'on fait pendant la holding période et ça joue à l'exit. À l'entrée, nous, ce qu'on valorise, c'est trois choses. C'est des fondements de marché extrêmement solides. Et on réfléchit en termes de quelles sont les grandes tendances un peu macroéconomiques qui vont faire l'avenir et c'est une case nécessairement à cocher. Ensuite, on va chercher dans ces grandes tendances, dans ces grandes séquences de marché, le leader. Et la troisième chose, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y ait un management qui soit extrêmement fort, un peu outstanding. Voilà. Après, on fait tout un travail très important. Donc, on est majoritaire dans une logique très, très active au sein de nos boîtes pendant la holding period, et notamment sur les aspects sustainability, qui, je pense, d'ailleurs, était un des key takeaways du panel de ce matin. Et après, bien sûr, à Exit, l'idée, c'est de trouver, identifier quel est
le bon partenaire ou le bon fonds, la bonne structure qui va permettre d'aller amener la société à l'autre étape. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent et de patrons d'entreprise. C'est marrant parce que tu as parlé de deux choses et on le sait, c'est un duo quand on accueille un fonds. Quand on est entrepreneur, c'est un duo, ça va durer 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps. On salue les vintage 21, 22. Comment tu organises en même temps, tu l'as dit, un management fort et un investisseur fort? C'est-à-dire en termes de gouvernance, de règles du jeu, ça fait partie aussi des Key Success Factors. Comment tu arrives à être hands-on et pas que hands-with, et en même temps à vouloir un management fort comme tu venais de le décrire? Ouais, je pense que la condition, c'est de démontrer aux managers avec qui on développe ce partenariat qu'on peut apporter des éléments intéressants et on peut contribuer à la création de valeur. Si c'est être présent et proposer des idées qui sont à côté de la plaque, rapidement, effectivement, il y aura une sorte de désalignement ou difficulté juste à travailler ensemble. Si au contraire, et c'est ce qu'on cherche à montrer, on montre qu'on a un réseau, on a des équipes présentes dans un certain nombre d'autres pays et que ça va aider très concrètement au développement pan-européen de la boîte en question, c'est pertinent. Un exemple très concret, nous on est très build-up dans les boîtes. Et souvent, on se focalise, c'est pas la seule chose, mais c'est assez fréquent, sur un champion dans une certaine géographie européenne. Et toute l'idée, c'est qu'on va essayer de lui donner, sous notre période d'investissement, un positionnement de champion à minima pan-européen ou global. Comment on le fait ? On le fait en s'appuyant sur mes équivalents en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et c'est sûr que, par exemple, pour les build-up, quand il s'agit pour une boîte française d'aller rencontrer une famille, par exemple, allemande, c'est plus simple de le faire avec un partenaire allemand qui maîtrise la langue, la culture, etc. Donc, pour revenir à ta question, toute l'idée, c'est montrer aux managers auxquels on s'associe qu'on peut vraiment contribuer directement à la création de valeur et qu'on met les mains dans le cambouis. La success story, alors vous avez 20 belles participations, j'en suis sûr, mais si on devait retenir un élément de fierté pour le fonds aujourd'hui en termes de success story industrielle? Franchement, il y en a beaucoup, et je dis ça, on a été chanceux, historique et en cours. L'une des success stories, c'est probablement Golden Goose, une marque que vous avez peut-être en tête, de sneakers, fabriquée en Italie. On est rentré assez tôt et on a montré assez tôt que on était en mesure de les aider à se structurer et à créer de la valeur. Et en l'occurrence, typiquement, on a tendance à rester 5 ans ou plus au sein des sociétés. Mais là, après 1 an et demi, a frappé à la porte un autre fonds, en l'occurrence Carlyle. Et on a senti que beaucoup de choses avaient déjà été faites de notre côté, même si ça n'avait été qu'en 1 an et demi. Et que Carlyle était probablement le bon partenaire pour prolonger la success story de la boîte. Et on a pu faire en 1 an et demi les retours qu'on envisageait de faire initialement en 5-6 ans. Magnifique. Et on salue la société, on lui souhaite beaucoup de succès sur le marché américain notamment. Laura, la success stories que vous avez pu accompagner, un leader inspirant dans la tech, notamment dans les périodes des 12 derniers mois qu'on vient de voir, en résilience ou en croissance? Je dirais, on a accompagné beaucoup de sociétés dans différents secteurs où il y avait vraiment ce besoin de réinvention. En pré-deal, les questions qu'on nous pose pour identifier ces futures success stories, elles ont vraiment évolué. On nous demande c'est quoi le pricing power de ces boîtes, quel est le potentiel qu'on va pouvoir aller capturer. On nous demande aussi est-ce qu'ils sont suffisamment véloces commercialement, est-ce qu'il y a une vraie efficience commerciale et pour évaluer tout ça, on nous demande aussi de sortir du gut feeling et de mettre du concret là-dessus. Donc on parle à beaucoup de clients pour en fin de compte évaluer ce potentiel et avoir une vision sur la future croissance des sociétés, la roadmap technique est aussi quelque chose qu'on regarde beaucoup. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités et des nouveaux services derrière lesquels il y a une vraie volonté de payer de la part des clients demain, un vrai intérêt parce qu'il y a beaucoup aussi d'éléments en cours de développement pour lesquels il n'y a pas de volonté de payer. Donc c'est quelque chose qu'on regarde avec attention et qu'on teste auprès des clients en pré-deal aussi. Merci Laura. Edouard, si vous deviez retenir sur cette aventure, 4 ans et demi avec donc on l'a vu des différents segments, différents moments à passer, mais aujourd'hui une situation très positive. Si vous deviez retenir un élément de fierté, vous en tant que GM, membre de l'équipe de management? Moi, j'ai passé pas mal de temps il y a 2 ans à refinancer complètement le groupe. On a fait une grosse acquisition il y a 2 ans. Et donc, avec l'aide d'HLD, de ses conseils, on a complètement refinancé le groupe au bon moment alors. Dans un contexte post-Covid. Donc c'était après ça, au bon moment sur la dette évidemment.
Et donc, il a fallu faire la démonstration de la résilience de notre modèle. Et donc, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à participer au refinancement qui était assez significatif. On a refinancé 175 millions de dettes seniors. C'était pas une petite... D'habitude, on faisait des build-up, et puis à chaque fois, on finançait la croissance du build-up et le financement du nouveau build-up. Là, on a refinancé complètement, donc on est repassé devant tous les comités pour... voilà. Avec un coût de la dette qui nous ferait tous envie aujourd'hui. Ouais, on a bien fait de se couvrir à l'époque, donc ça on a été plutôt clairvoyants, et donc c'était de toute façon dans la documentation bancaire, c'était primordial, mais heureusement qu'on l'a fait à l'époque, c'était la bonne opération financière. Bon, et du coup, Edouard, 4 ans avec HLD, et bien que vous les adoriez, il y a peut-être un deal qui va se préparer, un de ces 4. Écoutez, on commence, je pense, pour HLD à être sur des returns intéressants. On a souffert de la crise du Covid, j'en ai parlé. Dans le civil, on était à 3/4, 75% de la cadence pré-Covid. On est revenu à 80, 85. Il y a des belles perspectives. On a des beaux marchés, on a gagné des beaux marchés. C'est pas à moi de le dire, c'est HLD, donc je dirais 2 ans, tu vois, tu veux une date. Ah, merci, c'est gentil ça. Merci pour cette information, évidemment. C'est mon opinion, elle n'engage que moi. Tous les banquiers d'affaires vont t'appeler dans pas longtemps. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous pour votre présence au Private Equity Exchange et de regarder cette émission spéciale qui revient sur ce que nous disent les grands de ce marché. Je vous dis à très bientôt pour continuer les interviews. Merci à tous et bonne journée. Merci Mathieu. Merci.